It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la fusillade de Dawson qui s'est produite le 13 septembre 2006 et qui a coûté la vie à une personne, Anastasia De Souza, ainsi que blessés. On a retrouvé aussi plusieurs blessés. Dans la première partie, on a surtout parlé des faits. Donc, de comment la fusillade s'est déroulée et comment elle s'est terminée aussi avec l'intervention policière qui d'ailleurs a été assez rapide. C'est sûr que l'intervention parfaite aurait tué cette affaire-là dans l'œuf, comme on dit. Donc, on aurait aimé que ce soit parfait, donc il n'y aurait pas eu de victimes, ni de blessés, ni rien de cela. Mais bon, c'est quand même des dégâts, on le sait là, évidemment que des dégâts ont été évités, contrairement à la Polytechnique, par exemple, qui est survenue en 89 et qui, a fait 14 victimes, plusieurs blessés, tout ça, avant l'intervention policière, qui a été quand même longue. Mais je le dis pas ici de façon négative, c'était comme ça, on s'y attendait pas, c'était la première fois, tout le monde était sous le choc. À Dawson, un petit concours de circonstances aussi a fait que des policiers étaient tout près. Donc, vous le savez, là, maintenant, depuis, vous commencez à me connaître, je pense, là, on parle surtout des faits ici, là. Moi, je veux pas enquêter, je veux vous permettre d'avoir accès aux faits, reconstituer aussi certains événements, pour vous les transmettre, vous le partager et tout ça. Donc, je ne veux pas passer pour un enquêteur ou quelqu'un qui fait des critiques et tout ça, mais des fois ça arrive quand même que sans vouloir être enquêteur, on trouve des choses que les enquêteurs ne trouvent pas. Ça arrive. Aussi, on tombe sur des éléments qui nous forcent parfois aussi à la critique. Bon, c'est un peu ça. Alors voilà, on va y aller dans cette deuxième partie avec les recommandations, ou si on veut, l'autre partie là, de l'enquête du coroner. Dans un premier temps, le coroner, dans ses commentaires, veut comprendre le geste commis par Kim Virgil, évidemment, parce que le coroner, surtout depuis 1986, a un certain pouvoir de recommandation. Donc, il est assez bien placé, lui, en faisant une enquête sur les circonstances d'un crime ou d'une mort suspecte, de faire des recommandations, parce que c'est lui qui parle à tout le monde, à tous les intervenants sur place, et qui peut arriver à des faits très intéressants. Il est pas mal
mieux placé que nous autres, je pense, pour le faire. Alors, dans un premier temps, lui, il dit que Kim Virgil a présenté plusieurs caractéristiques du stéréotype de tueur de masse, de masse, pardon. Je bafouille un matin. Mais parmi ces caractéristiques-là du tueur de masse, il souligne, par exemple, que Kim Virgil écoute de la musique heavy metal, passe des heures à jouer à des jeux vidéo et s'habille tout de noir, etc. Donc, on a 3 critères, là. Bon, la musique heavy metal, les jeux vidéo et les vêtements sombres, si on veut. Bon, c'est pas vraiment, dans mes lectures que j'ai fait sur les tueurs de masse, c'est pas vraiment les plus grandes caractéristiques, si on veut, pour décrire les tueurs de masse. Les 2 premiers, la musique heavy metal et les jeux vidéo, je suis pas tellement pour que ça décrive vraiment bien les tueurs de masse, que ce soit des caractéristiques propres. Bon, le heavy metal, c'est pas parce qu'on écoute du heavy metal ou de la musique douteuse qu'on est automatiquement un tueur ou qu'on veut éliminer beaucoup de monde. La même chose pour les jeux vidéo. C'est sûr qu'il y a des jeux vidéo plus violents que d'autres, évidemment. J'en fais partie à l'occasion. Peut-être pas les jeux vidéo les plus violents, par contre. Là, ces jeux-là m'intéressent moins, généralement. Mais je pense pas que ça ait un lien direct. Par contre, les vêtements noirs, ici, c'est des vêtements noirs, mais ça peut rejoindre certains types, certains tueurs de masse qui ont sévi dans l'histoire. Par exemple, Denis Lortie, lui, s'était tout habillé de façon militaire pour commettre son crime, pour entrer au Parlement en 1984, au Parlement de Québec. Si on pense à Columbine aussi, Columbine, à moins de me tromper, les 2 tueurs s'étaient inspirés des vêtements dans la trilogie cinématographique de la Matrice. Donc eux aussi, on voit que pour certains tueurs de masse, l'habillement est important. C'est comme s'ils se costumaient pour un événement. Ça rejoint peut-être un peu aussi le suicide élargi. Si on se met dans leur tête, là, ils veulent créer un événement pour en finir, pour se montrer, puis pour être célèbre. Aussi, ça vient rejoindre un autre critère que, bon, le coroner n'a pas parlé, mais pour se rendre célèbre, il laisse souvent des écrits. Donc, dans le cas de Kim Virgil, des écrits sur Internet. Dans le cas de Denis Lortie, lui, il avait laissé des cassettes. Ce qui pourrait expliquer peut-être là, sa méconnaissance de l'écriture et tout ça. Donc, ils laissent quand même des messages, ces gens-là. Ils ne veulent pas être oubliés. C'est comme si, en quelque part, ils veulent faire l'histoire là, de mauvaise façon. Évidemment, on se comprend. Là. Mais si on veut les comprendre un peu, il faut quand même faire l'effort de se mettre un peu dans leur peau. Bon, le coroner souligne aussi plus loin, ce qui est tout à fait logique, que le fait de s'habiller en goth ou en gothique, là, si je prends son expression, c'est goth, et que l'on écoute du death metal, ça ne veut pas dire qu'on est stigmatisé pour autant. Évidemment, donc il en est conscient de ça. Par ailleurs, ce qu'il écrit, selon la revue de la littérature, ça veut dire selon ce qu'il a lu de littérature spécialisée dans ces affaires-là, donc la littérature scientifique, si on veut, là, de toutes les recherches qui ont été faites là-dessus. Lui comprend que on ne peut pas conclure que les événements comme Dawson fassent une image. C'est malgré le fait qu'on essaie de tracer un profil type là, du tueur de masse, il n'en existe pas vraiment selon lui. Mais comme je vous disais, il y a certains éléments quand même qui reviennent un peu, qui se ressemblent, mais c'est sûr que psychologiquement, on ne peut pas mettre de critères non plus, dire OK, telle personne qui font ça, il faudrait les arrêter avant qu'ils commettent quelque chose, ça serait de la discrimination. Donc c'est ça qui est très délicat. On cherche à comprendre pour prévenir, mais en même temps, il n'y a pas de recette miracle, je pense pas. Il cite d'ailleurs Reid Molloy, et ses collaborateurs qui en 2004 ont identifié 2 groupes de tueurs de masse. Selon eux,
Donc, il y aurait les tueurs de masse adolescents et les tueurs de masse adultes, chacun ayant leurs propres caractéristiques. Là, il ne les décrit pas, évidemment, parce qu'il faudrait se rapporter à cette recherche-là de Reid Meloy et collaborateurs. C'est la première fois que je vois ça, qu'on sépare les tueurs de masse en deux groupes, donc les adolescents et les adultes. Ce que j'ai vu dans le CCM3, c'est plus selon les motivations. Il y a des meurtres d'autorité et d'autres sociopolitiques. Comme par exemple, meurtre d'autorité, c'est un peu Denis Lortie, qui se sentait brimé, bon, tout ça, en tout cas, c'est ce qu'on pense, puis qui a voulu vraiment faire un événement d'éclat, contrairement à Polytechnique, qui, bon, lui, dans ce cas-là, Marc Lépine, a voulu s'en prendre aux femmes, contre le féminisme et tout ça, donc c'était plus sociopolitique son affaire. Mais comme je vous dis, on parle comme ça, puis c'est tellement difficile de comprendre et d'essayer de voir des critères solides pour prévenir par la suite. Par contre, ce que le coroner Ramsey nous dit, c'est que les tueurs adolescents, là, selon les lectures qu'il a faites, les tueurs adolescents ont tendance à commettre leur tuerie dans les écoles. Donc, il faudra en déduire à ce moment-là tous ceux qui... au Québec, on n'a pas un gros échantillonnage, heureusement, de tueries de masse. Mais, bon, je vais juste terminer son point avant de parler du mien. On pense évidemment, entre autres, au massacre de Columbine. Ça aussi, c'était des jeunes. Cette généralisation ne correspond toutefois pas à l'expérience qu'il a vue sur le terrain. Justement, c'est ce que j'allais en venir, c'est que Marc Lépine et Kim Virgile n'étaient pas des adolescents. C'était des jeunes hommes, oui, mais ce n'étaient pas des adolescents. Et puis, non plus, là on parle de Polytechnique et du collège Dawson, mais dans les années 90, il y a eu aussi l'université de Concordia qui, dans ce cas-là, était un adulte d'âge mûr qui a créé une fusillade à Concordia et qui ressemblait plus à sa motivation, c'était plus de s'en prendre à des collègues de travail plutôt qu'à une image de l'école en particulier. Donc, il n'y a pas vraiment de recette miracle, comme je disais tantôt. C'est malheureux. Moi aussi, j'étais un des premiers à vouloir dresser un profil type là, du tueur de masse. Il y a des années, quand on fait nos lectures, on essaie de comprendre, puis on essaie de simplifier ça au maximum. Mais je pense que quand on essaie de simplifier, justement, on se complique la vie. Mais c'est ça, faut y aller de façon logique. On va essayer de comprendre. Il y a quand même, à force de lire sur les sujets, c'est sûr qu'après coup, quand on a vu Kim Virgile, bon, on se dit, OK, il ressemble au profil, mais c'est avant. C'est pour nous qui écoutons, qui ne le connaissaient pas, nous autres, on ne le connaissait pas personnellement, donc on n'avait aucun moyen de le détecter. Peut-être que s'il avait été dans notre entourage, on aurait su le voir, dire ce petit gars-là, il a des problèmes, il accumule des armes, il s'habille d'une drôle de façon, il s'habille pas à la chasse au lièvre. Là, t'sais. Donc, ce que le coroner nous dit aussi, c'est que le lien entre Polytechnique et Dawson, c'est que les tireurs étaient solitaires dans les deux cas, donc Marc Lépine et Kim Virgile, et que c'était deux jeunes de 25 ans sans emploi. Ça, c'est un lien direct. Au moins, ça ne veut pas dire que tous les tueurs ont cette caractéristique-là, mais au moins, il a trouvé ça. Ceci, selon lui, sert à illustrer combien c'est difficile de prévenir justement ces incidents. Et surtout, pourquoi ils choisissent les écoles. Dans les deux cas, en plus de Polytechnique et de Dawson, les tueurs n'ont pas survécu. Donc, on ne peut pas les questionner sur les points que nous pourraient nous intéresser. Ils vont laisser des écrits, mais leurs écrits, c'est leur motivation à eux et ça ne répond pas à toutes nos questions, évidemment. Bon, le coroner ajoute aussi que c'est surtout une détérioration progressive du tissu social et du fonctionnement global qui contribue à créer des individus comme Kim Virgile. Quelques mois plus tôt, d'ailleurs, c'est ce qui souligne, Gill caressait encore des rêves d'écrire des scénarios de films.
Donc, lui, il se voyait grandiose. Peut-être que ses rêves aussi étaient disproportionnés. Ça me fait venir, ça m'amène à la question suivante, justement. Est-ce que les fantasmes, même si c'est des rêves, parce qu'on dit, c'est sûr qu'on dit aux enfants, de façon positive, vous allez réaliser vos rêves, puis oui, accrochez-vous à vos rêves éventuellement, mais des rêves qui sont disproportionnés, est-ce que c'est justement pas là le danger aussi? C'est qu'à un moment donné, quand on réalise que c'est trop gros, là, la déception est d'autant plus grande. Bon, fait que ça pourrait être ça aussi. Le coroner le dit pas, là, mais moi, c'est ce qui me vient en faisant la lecture de l'enquête du coroner. Et surtout que ces fantasmes-là, ben lui, il socialisait pas beaucoup. Il n'y avait pas nécessairement d'amis pour lui dire « Hey, ton rêve d'écrire au cinéma, Hollywood, calme-toi, mon petit pit, là, ça se réalisera pas demain. Là. Il y en a qui sont meilleurs que toi. Là, t'sais. On n'est pas tous des Denis Villeneuve. Il y a des possibilités aussi comme ça qu'on voit qui rendent la chose possible. C'est un peu comme la loterie. Là, c'est parce qu'on voit qu'il y a des réels gagnants qu'on en achète, mais il y a très peu d'élus, hein, si on est logique dans tout ça. Donc, selon une autre étude qu'il cite de Cantor, Mullen et Alpers en date de 2000, on évoque dans ces études-là des individus généralement qui déçoivent socialement, qui sont repliés sur eux-mêmes et qui ruminent leurs ressentiments. Souvent, ils sont égocentriques et narcissiques. Leur personnalité est aussi rigide, voire obsessive. Ils se tournent vers un monde de fantaisie. Donc, ça revient à ce que je disais. Sont narcissiques et bon, ils se font des fantasmes. Les tueurs en série aussi sont comme ça. Vous lirez les œuvres de John Douglas qui parlent de ça. C'est que ce sont des êtres qui souffrent tellement pour X raisons, qui ont été maltraités dans leur enfance, qui finissent par se développer un monde de fantasmes. Ce qui est plus rare, c'est qu'à un moment donné, leur fantasme finit par s'associer avec le meurtre ou la mort. Donc, c'est à partir de là qu'ils commettent des crimes en série, puis ils veulent répéter leur fantasme. Bon, bref. Mais là, si on revient aux tueurs de masse, le fantasme est probablement présent là aussi. Et le fait qu'il s'isole, c'est ça, c'est qu'il peut ruminer, son rêve peut grossir, il n'y a personne pour y mettre des balises à tout ça. Le coroner souligne aussi que ce serait peut-être, c'est pas une question vraiment, mais c'est ce que je comprends, c'est qu'éventuellement, quand le tueur de masse fait un lien entre ses rêves, son monde de fantasmes et la réalité, c'est peut-être à ce moment-là qu'il se met à accumuler des armes à feu. Donc, c'est là que son fantasme est bon, probablement son suicide élargi, d'en finir, mais d'en finir en beauté, comme on dit. J'aime pas le mot, mais je suis sûr que vous me comprenez. Donc, c'est à partir de là qu'il commencerait à accumuler des armes à feu, parce que c'est une autre caractéristique aussi. Étant donné qu'ils ne veulent pas manquer leur coup, les tueurs de masse se présentent généralement. C'est un trait de caractère beaucoup plus répandu. Ils vont se présenter avec plusieurs armes à feu, plusieurs armes en général. Il y a Polytechnique qui fait peut-être exception à ça, mais Marc Lépine avait sa carabine et il y avait aussi un couteau, apparemment, un couteau de chasse. Donc, ça fait quand même... Mais les autres, généralement, en avaient plusieurs. Denis Lortie est arrivé avec plusieurs armes. Kim Virgil en avait un sac plein. Alors, voilà. Évidemment, ces armes-là permettent à ces personnages-là de concrétiser leur frustration et tout ce qu'ils ont accumulé et tout ça. L'individu peut même accumuler des armes et des munitions pendant des mois avant de se décider à agir. Donc, il prépare son coup. C'est sûr et certain qu'une tuerie comme ça, donc que les tueurs de masse, c'est une caractéristique à 100%, c'est prémédité. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pas un geste à la légère, c'est vraiment pas un homicide involontaire, donc encore moins par négligence criminelle, là. C'est vraiment réfléchi, là, leur affaire. Ces individus-là vont faire aussi certaines remarques, certaines menaces, si on veut, dans
dans leur discours avant de passer à l'acte. Mais souvent, ces remarques-là sont prises à la légère parce que ces individus-là n'ont aucun passé criminel. Pour la plupart, Marc Lépine, pas Marc Lépine, mais Denis Lortie, par exemple, avec sa conjointe qui a écrit un livre là-dessus, c'est exactement ça. Il a fait certaines remarques à un moment donné, puis bon, ça passait, il pouvait passer pour un spécial, mais bon, on va pas appeler la police parce que monsieur, en regardant les nouvelles un soir, a dit qu'il tuerait tout le monde. Là. C'est ça, c'est un des dangers de ça aussi, c'est que ces indicateurs-là ne sont pas toujours pris au sérieux, voire rarement pris au sérieux. Le coroner Ramsey nous dit aussi que les drapeaux rouges qui devraient nous sonner une cloche, c'est justement quand que ces individus-là, de sexe masculin, pour la grande majorité, s'entichent vraiment de leurs armes et de tout ce qui est militaire. Donc, rendu à cette étape-là, bien souvent, ils sont pas loin de passer à l'acte. Et dans plusieurs cas également, l'Internet devient leur seul moyen de communication. En tout cas, on parle d'Internet maintenant depuis une vingtaine d'années. Avant ça, c'était autre chose. Dans le cas de Denis Lortie, on va l'étudier évidemment éventuellement. Internet n'existait pas en 84, donc ça ne rentre pas en ligne de compte, ces affaires-là. Donc, c'est mieux peut-être d'y parler d'isolement social plutôt que de se tourner vers Internet. Parce que des tueurs de masse, il y en avait avant Internet, évidemment. La question suivante que se pose le coroner, c'est est-ce que des tueries comme celle de Dawson peuvent être évitées? C'est une très bonne question. Lui, il soulève 3 aspects dans ça qui prennent la forme de 3 questions. Donc, la première, c'est est-ce qu'il faut se demander si certaines des caractéristiques du profil psychologique du jeune homme auraient pu permettre de dépister le risque de dérapage. Ensuite, est-ce qu'on peut analyser le contenu des messages postés sur le web qui inquiètent là, tout ce qui peut être écrit par un tueur potentiel? Est-ce qu'on peut se permettre d'analyser ça? Si oui, ça reviendra à la tâche de signaler des contenus violents, évidemment. Ensuite, la dernière question, c'est la soudaine frénésie que démontre le jeune homme pour l'acquisition d'armes à feu paramilitaires à autorisation restreinte. Est-ce que cela devrait inciter une plus grande prudence? Donc, les proches d'une personne, surtout d'un jeune qui commence à accumuler des armes à feu puis qui n'a aucun historique de chasse ou de quoi que ce soit par rapport aux armes à feu, et surtout s'il commence à vouloir collectionner des armes paramilitaires, est-ce que ça devrait pas sonner une cloche? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça devrait être permis, d'ailleurs, d'en accumuler plusieurs, plus d'une, plus de 2, plus de 3? On y reviendra, mais les armes à feu, c'est une question qui déchire la société. Encore aujourd'hui, on est en campagne électorale. Peut-être que ma balado va être programmée après la campagne électorale, mais en tout cas, ça revient constamment sur le fil de l'actualité. J'ai une opinion là-dessus, évidemment. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais bon, mon opinion, elle compte-tu vraiment là-dedans? Je penserais pas. Comme vous avez vu, on a eu une série de fusillades au cours de la dernière année. Et l'enjeu est réel. L'enjeu est réel parce qu'on a, dans un premier temps, déjà eu des victimes innocentes au Québec. Par la suite, on a quand même des fusillades impliquant des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans. Et même souvent, c'est des jeunes de gangs criminalisés. Il reste que ce sont quand même des jeunes qui se retrouvent avec des balles dans le corps, blessés gravement avec des séquelles. L'autre enjeu qu'on voit sur le terrain pour avoir rencontré beaucoup de citoyens, des fusillades se passent à n'importe quelle heure, souvent dans des quartiers résidentiels. Et ça crée beaucoup d'insécurité auprès des citoyens. Pour en avoir rencontré quelques-uns, imaginez votre voisin, les portes, les vitres de votre voisin écrivillées de balles à minuit et demi le soir. Et là, tu sors dans la rue et là, la police arrive, donc le branle-bas de combat. Il y a beaucoup de préoccupations au niveau des citoyens. Donc, ça nous prend un positionnement fort, certainement. Qu'est-ce que les chefs veulent? Hein? Est-ce que, comme par exemple, hier, les maires disaient il faut qu'Ottawa bloque l'entrée des armes aux États-Unis, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, on va se le dire, là, compte tenu de la taille de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que c'est plus
d'agents, comme la Ville de Montréal l'a annoncé récemment. Comment les chefs voient le règlement de ce problème-là? Bien, dans un premier temps, il faut que les lois permettent un contrôle accru des armes à feu. Évidemment, une arme à feu, c'est un privilège, hein? Et ça devrait être restreint davantage selon notre point de vue. Ça, c'est important. L'autre élément, c'est vraiment le trafic d'armes. Bon, en ce qui concerne la santé mentale dans ces cas-là, le coroner Ramsey nous assure que, évidemment, on a affaire à des individus dérangés. Mais dérangés à quel point? Est-ce que c'est de la maladie mentale? C'est de la dépression? Est-ce que c'est quoi au juste? Mais c'est sûr que c'est, étant donné qu'ils sont particuliers, qu'ils sont très peu à commettre ça, donc c'est sûr qu'ils sont pas comme vous et moi. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose sous-jacent à ça. Je pense que la psychologie et la psychiatrie ont encore beaucoup de chemin à parcourir en cette matière-là. Toutefois, il faut comprendre que beaucoup de tueurs ne présentent pas de signes de psychose. Donc, il y en a qui sont plus difficiles à détecter que d'autres. Ben, c'est d'ailleurs le problème, je pense, élargi dans le domaine de la criminologie. Peu importe le type de crime, c'est bien difficile, voire impossible de prédire ça à l'avance. Sauf peut-être pour les tueurs en série, que c'est à peu près sûr qu'ils veulent recommencer à un certain stade, là, ils sont pratiquement irrécupérables. Je reviens aussi sur le fait de la santé mentale. Ça me fait penser à... Le coroner Ramsey n'en parle pas nécessairement, mais la santé mentale, il ne faut pas que ce soit trop... des individus, autrement dit, trop perturbés ne pourraient pas commettre de tueries comme ça, parce que ça demande de la préparation et tout ça. Donc, ça demande une certaine organisation, une certaine planification. Et les individus qui sont trop perturbés, qui sont trop, disons-le entre nous, là, on va prendre des termes qui peut-être sont péjoratifs ou oubliés, mais qui sont trop fous pour gérer leur propre vie, ben, ils n'arriveront pas à commettre ça. Ils vont arriver peut-être à commettre un meurtre ou deux, mais c'est une planification comme ça, là, c'est pratiquement impossible, là. Donc, si la santé mentale est en jeu, c'est à un autre niveau. C'est pas un niveau... Ils peuvent fonctionner en société, mais c'est comme en parallèle, là, si on veut. Est-ce que c'est la faute de la dépression? Le coroner là-dessus souligne qu'au Canada, annuellement, il y a 7% des Canadiens qui souffrent de dépression. Donc, est-ce que c'est ces 7%-là qui commettent des tueries de masse pour autant? Ben non, la réponse est non. Donc, il faut faire attention. C'est, je dirais peut-être plus, c'est comme un procès dont la preuve est circonstancielle. Une seule preuve directe ne suffit pas, parce que c'est une seule, si on s'arrêterait, mettons, à un seul point, admettons, tous les individus qui s'habillent en noir sont des tueurs, ben non, c'est pas vrai. Il faut plusieurs éléments pour en arriver à faire un profilage ou une classification honnête. Mais même dans ce cas-ci, si on arrive à trouver plusieurs points, c'est pas évident non plus. Le coroner parle également de troubles de personnalité, mais encore là, il y a beaucoup de personnes en société qui ont des troubles de personnalité et ça ne devient pas des tueurs pour autant. Les antécédents judiciaires, dans ce cas-là, dans certains types de crimes, par contre, peuvent être un bon indicateur, là. Exemple, encore, je reprends encore l'exemple des tueurs en série, même si au Québec, on n'en a pas beaucoup. Ils ont souvent une longue feuille de route d'accumuler, en tout genre même, là, des crimes, que ce soit des vols par effraction, tout ça. Donc, ils ont une longue liste, tandis que les tueurs de masse, c'est l'inverse. Ils n'ont souvent aucune trace. Kim Virgil, par exemple, la seule trace qu'il y avait, c'est d'avoir été arrêté en faculté affaiblie. Et évidemment, d'avoir conduit en état d'ivresse ne permet pas de s'en aller vers une direction de soupçonner qu'un jour il peut commettre un massacre comme il l'a fait à Dawson, par exemple. Du côté de la cybersurveillance, est-ce que ça aurait changé quelque chose aussi? Ben, le coroner en doute parce que dans ce que Kim Virgil a laissé comme écrit, ben, il faisait des allusions, mais c'était jamais assez direct pour que ce soit justifiable par exemple, de prendre un mandat puis d'aller fouiller son ordinateur et tout ça. Et est-ce que...
bon, on doit engager des dizaines de policiers pour faire la surveillance, la cybersurveillance de tueurs potentiels, de tout le temps faire une surveillance constante. Puis est-ce que ce serait efficace aussi? C'est ça qui est la question. C'est vraiment pas évident de répondre à ça. Mais par contre, le volet cybersurveillance a fait dire en tout cas, d'après les informations ou la documentation que le coroner Ramsey a eu accès pour faire son enquête, il y avait la possibilité, quelqu'un aurait répondu au message de Kim Virgil avant qu'il commette son crime, qui s'offrait un peu pour l'aider. Donc, est-ce qu'il y a un deuxième tueur qui était sous-jacent quelque part? Qu'est-ce qu'il est devenu, cet individu-là aussi? Je sais pas, mais il y a peut-être des tueurs potentiels qui attendent d'avoir, entre guillemets, un leader pour embarquer dans le crime. Je sais pas, c'est très peu détaillé, là, cette affaire-là, dans l'enquête de coroner, mais c'est quand même étonnant, là. Bon, le coroner, comme je disais, lui, il en doute que la cybersurveillance soit efficace parce qu'il faudrait... Il écrit, là, je vais lire exactement ce qu'il a écrit. Il faut être naïf pour penser que les policiers, à l'aide d'une unité de cybersurveillance, peuvent analyser des millions de pages de sites, de blogs, de clavardoirs et courriels. Donc voilà, ça, devant l'ampleur de la tâche, c'est impossible. C'est un peu comme avant l'invention d'Internet. Les gens se parlaient entre eux. Tout ce qui est accessible maintenant sur les réseaux sociaux ou sur les sites, que les gens peuvent s'exprimer plus facilement, c'était pas accessible tout simplement avant. Donc cette accessibilité-là ne change pas grand-chose dans le sens que l'information est trop immense pour être étudiée sérieusement. Il ajoute aussi que le repérage de ces individus-là sur Internet pourrait pas nécessairement être fait par des policiers, mais par des gens qui utilisent eux-mêmes les sites. Bon, ça veut dire qu'il faudrait comprendre que les gens qui utilisent des sites violents ou des sites douteux deviennent tout d'un coup avec une conscience pour dénoncer des personnes qui pensent un peu comme eux. Donc, est-ce qu'on va se dénoncer en même temps? C'est un petit peu peut-être naïf aussi de penser ça. Évidemment, la question des armes à feu. Parce que la plupart ou la totalité des tueries comme celle-là, des tueurs de masse, finalement, agissent avec des armes à feu. On a vu peut-être une exception à Québec, là, il y a 1 an ou 2, avec 2 victimes dont le tueur a utilisé un sabre, un katana, je pense, là, un katana japonais, qui était une arme blanche, évidemment, donc c'était pas une arme à feu, mais dans la totalité, les tueurs de masse, normalement, utilisent des armes à feu. Donc, qui dit arme à feu, dit contrôle des armes à feu au Canada. Le coroner souligne d'ailleurs que toutes les armes automatiques et semi-automatiques ont été bannies en Australie. Puis, il devrait aujourd'hui, selon lui, ça devrait nous faire réfléchir, devrait faire réfléchir le Canada, parce que, évidemment, le contrôle des armes à feu, c'est souvent fédéral. Là, on a même vu toutes sortes d'idées récemment, là, qu'on voulait pelleter ça dans la cour des municipalités. Tant qu'à moi, c'est carrément ridicule. Il faudrait seulement que le gouvernement fédéral mette ses culottes et bon, on n'a pas vraiment de preuves de ça, à moins que vous en ayez et que vous m'écriviez, mais il y a fort probablement à parier que le lobbying des armes à feu est assez bien infiltré dans le domaine politique pour faire pression. C'est peut-être ça qui fait que ça prend tant de temps. Parce qu'au Canada, on ne se le cachera pas, oui, notre législation est meilleure qu'aux États-Unis. On ne se promène pas avec des guns partout dans les rues. On ne va pas chez McDo avec les enfants, il y a un 3,57 à la hanche. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on se sent meilleur que les Américains. On ne doit pas faire encore mieux. Parce que dans ce cas-ci, les armes à feu, puis souvent les armes à feu vont être achetées légalement par les tueurs de masse. Donc voilà,
c'est un problème à régler, je pense. Surtout l'utilité. Je disais tantôt que j'en viendrais un peu à mon opinion sur les armes à feu. Il y en a qui vont m'acheter des tomates, mais je m'en fous pas mal. J'ai déjà été, moi aussi, j'en ai possédé. J'ai déjà été dans des clubs de tir. J'ai pas mal tout essayé. Mais jusqu'à un jour, à un moment donné, que je me disais, bon, ça donne quoi de faire des trous dans du papier? Alors, je me suis débarrassé de ça. C'est un privilège d'avoir des armes à feu, premièrement. C'est un peu comme une automobile. Mais une automobile, au moins, c'est utile. Ça nous sert à tous les jours. Sauf ceux qui vont en autobus, je lève mon chapeau. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment... pour la chasse, c'est différent, évidemment. Mais on n'a pas besoin d'armes d'assaut. Là. Ça, c'est ridicule. Là. Tant qu'à moi, c'est carrément ridicule. Les armes d'assaut, ça sert à quoi? À part que de vouloir impressionner son voisin au club de tir, dire hey, regarde, là, moi j'ai une AR-15 avec un gars. Non, regarde. c'est ridicule. Pour tirer un lièvre, à ce que je sache, mes ancêtres qui vivaient à la campagne durant 3 siècles, ça suffisait là, avec un fusil à un seul coup. Là. Regarde, ils ont fait vivre leur famille avec ça. Là, fait qu'ils n'ont jamais eu besoin d'AK-47 ou d'AR-15, d'un M16 et tout ce que vous voudrez. Voilà, c'est un peu une mode. On a laissé ça aller. Et puis maintenant, ben, c'est difficile hein, d'enlever des acquis. Et voilà. Bon, le coroner revient sur toutes sortes de détails. Là, je vais passer un peu plus rapidement. Mais que, par exemple, la compagnie Beretta a contourné certaines lois, s'est adapté, entre autres en plaçant le chargeur à l'arrière de la détente, ce qui pouvait permettre de raccourcir la longueur du canon. Bon, il y a toutes sortes de trucs que les manufacturiers peuvent utiliser pour contourner les lois de restriction des armes à feu. Bref. Il nous parle aussi, ce qui est peut-être plus délicat, là, parce que bon, les amateurs d'armes à feu souvent montent aux barricades, mais moi je trouve que la question ce qui suit est plus délicate encore. Ce qui est peut-être plus sensible que les règlements sur les armes à feu. Donc, je sais qu'il y en a tout le temps qui montent aux barricades, puis tout ça. Mais je pense que c'est la question suivante qui est plus sensible encore, c'est la vérification qui est faite lors de l'acquisition des demandes, si on veut, quand on veut demander un permis pour acheter des armes à feu. C'est à ce moment-là que ça devient plus délicat, puis vous allez voir pourquoi. Parce que au moment des acquisitions, on pourrait se demander, par exemple, en tout cas c'est ce que le coroner Ramsey se pose comme question, est-ce qu'il y a un risque associé au nombre d'armes à feu qu'un individu va acheter? Tu sais, quand tu as 12 AK-47 dans le sous-sol, là, hein? Ensuite, l'acquisition de 3, c'est ça ce qu'il dit, de 3 armes à feu, parce qu'il y a certaines lois que j'ai vues aux États-Unis qui limitaient à 3 ou quelque chose comme ça, là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que quelqu'un qui va acquérir 3 armes à feu dans un délai assez restreint, relativement court, chez un nouveau détenteur en plus, quelqu'un qui n'en possédait pas avant, puis qui tout d'un coup achète 3 armes à feu, ça devrait sonner une cloche. C'est pas parce qu'il manque de papier de toilette pendant la pandémie sur les tablettes du Super C qu'il va aller faire défendre son droit pour avoir son fameux papier de toilette. Là. Je pense pas que ce soit la raison. Donc, est-ce que ça doit sonner une cloche pour le contrôleur des armes à feu? C'est ce que le coroner souligne, ce qui est une très bonne question à mon avis. C'est pour ça que je disais que c'était plus délicat cette question-là encore, parce qu'il y a tout le fait des troubles mentaux. Donc, tout ce qui est médical au Québec, c'est privé et c'est très bien protégé comme information. Donc, c'est difficile d'aller fouiller là. C'est pour ça qu'on pose la question sur le formulaire, mais M. Kim Virgil, quand il a rempli ses formulaires, il a menti à la question 16D, qui concernait les troubles mentaux. Donc, lui, il avait des antécédents, mais il a menti pour dire que, ah ben non, je peux posséder des armes à feu. Moi, il n'y a pas de problème, ça va très bien dans ma boîte à peau. Fait que, c'est pour ça qu'il est pertinent de s'interroger si les demandeurs qui répondent avec honnêteté à cette question-là, est-ce qu'on ne devrait pas obliger autre chose? Par exemple, comme il dit, est-ce qu'on ne devrait pas exiger un certificat médical? Donc, ce serait à l'individu de se déplacer
d'aller chercher auprès de son médecin ou, bon, peu importe, un certificat qui prouve son état de santé mentale, puis après ça, la mettre en pièce jointe avec sa demande. Parce que si on rouvre les certificats médicaux, c'est sûr que là, on vient jouer dans l'aspect privé, confidentiel, mais est-ce qu'on pourrait, déjà, je n'ai pas de réponse à ça, là, mais est-ce qu'on pourrait permettre aux contrôleurs des armes à feu d'aller accéder au dossier médical, d'aller voir tout ça? C'est délicat. C'est vraiment délicat, ces choses-là, parce qu'on sait qu'au Québec, on l'a vu avec les vaccins, bon, tout ce qui est confidentialité, puis on vient jouer dans la cour des personnes, là, tout le monde se sent brimé dans leurs droits. Il y a une bonne partie de la population aussi dans ça qui savent peut-être pas c'est quoi leurs droits. C'est très délicat. Il y a la question aussi très pertinente que le coroner Ramsey souligne, c'est à l'époque du VIH, c'est ce qui s'était produit. Est-ce qu'on oblige, si on oblige les individus à révéler leurs antécédents, si on veut, les antécédents maladie mentale, est-ce que ça n'aurait pas l'effet inverse? C'est-à-dire qu'à la base de ces personnes-là vont aller de moins en moins consulter un psychologue, un psychiatre par exemple, ou continuer à dégrader tout seul. Donc ce serait peut-être pas nécessairement mieux si on les obligerait à dévoiler tout ça lors de l'acquisition. Donc c'est un peu, on tourne en rond pour ce qui est de l'acquisition. C'est sûr que les acquisitions devraient être plus sévères, ou soit ce qui serait plus simple, c'est de restreindre les armes d'assaut. Bon, comme je disais tantôt, là, avec un fusil à 2 coups, là, un 12, là, je pense qu'on est capable de tuer un lièvre. Puis si on va aller vers du gros calibre, de carabine, parce qu'on peut pas on peut pas aller à la chasse à n'importe quoi avec un 12, permettre des mécanismes plus de chasse, si on veut. Là, t'sais. Après avoir tiré 5 coups, si tu as manqué ton orignal, ben just too bad, là, mon pit, là, retourne chez vous, puis va boire ta bière, là. C'est ça. Bon, sur l'intervention policière, je ne reviendrai pas sur tous les détails, mais grosso modo, le coroner ne reproche pas grand-chose à l'intervention policière, parce que comme je le disais en ouverture, ce cas-ci, l'intervention a été très rapide. La seule chose, c'est qu'il semblait reprocher. On aurait pu gagner, parce qu'il y a eu 2 minutes qui se sont écoulées entre le premier appel au 911, parce qu'il y a eu 1000 appels dans la première heure, 1000 appels au 911. Mais c'est le premier qui a compté dans ce cas-là pour donner l'adresse pour que les policiers se rendent le plus rapidement possible. Heureusement, il y avait une autopatrouille qui était quasiment déjà sur place, mais il s'est écoulé quand même 2 minutes avant que le premier appel de la personne qui était sur place, sur le trottoir près du collège Dawson, téléphone, et que l'appel a été transmis dans les voitures pour que les gens comprennent bien ce qui se passait. Donc, il y a eu comme un cafouillis de 2 minutes. Il décrit même le nombre de secondes qu'on aurait pu économiser avec un meilleur système d'appel. Mais étant donné que le système d'appel, déjà en 2006, était en voie de remplacement, d'être amélioré, tout ça. Donc, c'est pas vraiment un reproche, je pense. C'est vraiment une question d'étudier, parce que c'est sa job aussi au coroner, d'étudier les circonstances du crime. Donc, ça fait ressortir les faits, ça fait ressortir les détails de cette fusillade-là. Donc, en conclusion, le coroner en vient à la conclusion que c'est un homicide. Un seul mot, conclusion, that's it. Mais par contre, ses recommandations, c'est d'abord de réduire l'accès aux armes paramilitaires, bien évidemment, mais là, on est en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2006? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, en s'adressant au contrôleur des armes à feu du Québec, il écrit ceci, et je vais le lire. Le contrôleur aurait tout intérêt à créer et entretenir des contacts privilégiés avec les entreprises qui font la vente d'armes à feu, afin que ceux-ci lui fassent part de signalements d'individus qui mériteraient possiblement une investigation attentive avant que ne leur soit octroyer leur permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Cette stratégie a toutefois ses limites dans la mesure où beaucoup d'achats se font maintenant par Internet. Voilà.
Au commissaire aux armes à feu du Canada, cette fois, il fait cette recommandation. Dans le même esprit, je recommande que le Centre des armes à feu Canada élabore un cadre de recherche qui permette aux chercheurs d'établissements reconnus d'avoir accès au registre canadien des armes à feu tout en protégeant le droit à la vie privée des personnes. Cette recommandation-là, je ne sais pas si elle a été faite. Si vous êtes au courant, peut-être écrivez-moi ou écrivez-moi pas si vous ne voulez pas partager. Mais j'espère qu'elle a été faite. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est de permettre aux chercheurs, par exemple, je ne sais pas, les sommités en criminologie et tout ça, d'avoir accès au registre, mais dans un cadre confidentiel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement besoin des adresses et des noms des personnes, mais plutôt des autres caractéristiques. Est-ce que, par exemple, combien de personnes avouent avoir eu des séquelles ou des maladies mentales avant de faire leur demande, tout ça, puis on peut faire des statistiques avec ça, commencer à avoir des bases de données. Commencer par quelque chose. Il faut vraiment commencer quelque part si on veut étudier ça. Donc, ça donnerait un sens vraiment à tout ce qui a été dépensé pour le registre. Aussi, les millions puis les milliards, je ne me rappelle plus comment ça a coûté. Mais ça donnerait vraiment un sens à ça, parce que sinon, si c'est pas utilisé, puis ça permet, comme des individus à Kim Virgil, de s'enregistrer légalement, puis finalement de tuer du monde quand même, ben ça donne pas grand-chose. Là. On n'a pas fait un registre pour ça. On a fait un registre pour essayer peut-être d'avoir des données, puis d'essayer de comprendre et tout ça. Donc voilà, si ça a été fait, ben tant mieux. On va peut-être avoir les résultats à un moment donné. Ou avoir un portrait, que ça va peut-être servir justement à mieux comprendre les tueurs de masse, essayer de trouver d'autres traits de caractère qui pourraient nous aider à prévenir. Tu sais, c'est tout le temps ça. Hein? Quand on étudie le crime, ben, il y en a qui étudient le crime juste parce qu'ils aiment ça voir du sang. Mais il y en a d'autres qui étudient le crime parce qu'ils veulent essayer de comprendre, essayer de prévenir et tout ça. C'est ça. Puis il y en a d'autres qui aiment ça aussi, voir la psychologie derrière tout ça, essayer de nous rendre compte à quel point l'être humain peut être tordu. Des fois agréable, mais des fois assez tordu aussi. Alors voilà, ça conclut notre survol de l'enquête du coroner. Je ne l'ai pas dit souvent, mais en tout cas, si vous voulez approfondir le sujet, ben moi, ce que je vous recommande, il n'y a pas vraiment de livre sur la fusillade de Dawson. Il y a un livre qui est sorti récemment, je vais peut-être vous en revenir, là, sur les interventions policières, qui m'a l'air intéressant, mais je l'ai pas encore lu. Et apparemment qu'il y a des témoignages dans ça de personnes ou de policiers, je pense, qui ont fait des interventions à Dawson. Mais si vous voulez aller dans le détail, pour l'instant, il n'y a rien de mieux que l'enquête du coroner qui est publique. Alors, vous pouvez faire la demande en ligne, il n'y a pas de problème. Vous allez en savoir plus que ce que je vous ai dit dans les deux épisodes. Des fois, je coupe un peu. Mais voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Puis, on va approfondir un autre sujet très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.